Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette tranche spéciale consacrée au dossier des Télé 7. Aujourd'hui, nous allons vous proposer la conférence débat qu'organise le groupe de presse Le Potentiel et l'ONG internationale 11-11-11 autour des pouvoirs des multinationales. Ces multinationales, ces organisations, ces sociétés qui sont considérées comme des vautours vivant aux dépens des États du Sud. Des fois aussi, d'une manière ou d'une autre, on doit également reconnaître à ces multinationales des grands pourvoyeurs d'emplois, c'est-à-dire des grands pourvoyeurs des richesses des différents pays du Sud. Est-ce qu'il faut toujours les blâmer? Est-ce qu'ils sont toujours à blâmer? Est-ce qu'ils sont toujours cause d'instabilité là où ils s'installent? Ce sont des questions autour desquelles des grands professeurs, des grands penseurs, des acteurs vont essayer de plancher pour éclairer l'opinion de cette élite qui a effectué les déplacements de la paroisse Notre-Dame Fatima. Le pouvoir des multinationales dans le secteur des mines, dans les secteurs pétroliers, ce sont des sujets que nous allons découvrir tout au long de cette conférence de presse que nous vous proposons dans le cadre des grands dossiers de Télé 7. Chaque fois qu'il y a un problème se pose dans les pays, qu'on fasse appel à ceux qui maîtrisent la question, qu'on en débatte avec le public, ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, mais aussi après les débats, qu'on fasse passer sur Télé 7 pour que notre peuple soit au courant, mais aussi dans les journaux pour que l'élite aussi s'informe. Donc on n'invente pas la roue. Je pense que ceux qui ont vécu la période de Mobutu, dans les années 90, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de conférences. Donc ce que nous faisons, c'est la continuité. Mais cette fois-ci, on ne fait pas appel aux politiciens parce que les politiciens aiment des polémiques. On fait appel à des gens qui ont des compétences, qui peuvent éclairer notre opinion. Donc je passe la parole à Willy Kalengai qui va faire la modération. Merci. Mesdames et messieurs, je vous souhaite au nom du groupe de presse Le Potentiel la bienvenue dans cette salle de Fatima. C'est une salle qui a abrité énormément de réunions par le passé et je suppose qu'elle va... On n'est pas seul avec 11-11-11. Oh, bien sûr. Au nom de 11-11 aussi parce qu'on me le signale. Alors, nous allons... Je voudrais, avec votre autorisation, vous présenter rapidement les petits programmes que nous allons suivre. Nous allons avoir 4 présentations qui seront des présentations schématées. Le plus important étant que nous puissions entrer au débat pour que vos questions puissent enrichir les débats de tout à l'heure. Le thème principal, vous l'avez suivi à la télévision et dans les journaux, c'est les multinationales et leur pouvoir, cas de la RDC. Pour ce bureau, vous pouvez venir déjà ici. Vous êtes sans ignorer que les multinationales aujourd'hui constituent une réalité qui impose à l'intelligence nationale une réflexion profonde, dans la mesure où une entreprise dont le siège est à Berlin ou à Washington ou à Kinshasa, mais dont les activités sont transnationales, bouscule un peu les habitudes de nos propres réglementations. Ainsi, nous allons suivre successivement M. Simon Tumawakus qui va nous parler des multinationales dans le secteur minier, et je le présenterai tout à l'heure quand il aura la parole. Nous suivrons le prof Bioya qui parlera de l'impact des multinationales et l'étendue de leur pouvoir. Nous suivrons aussi le professeur Banyakou, j'espère qu'il est en route, qui sera là tout à l'heure. Il nous parlera des multinationales dans le secteur pétrolier. Et enfin, nous prendrons M. Jean-Pierre Mouteba qui nous parlera du travail dans le secteur minier. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer directement la première présentation. Elle va nous être faite par M. Simon Tumawaku Bawanganyo. Voilà, j'ai bien prononcé. Alors, vous êtes vice-président national en charge du secteur minier à la Fédération des entreprises du Congo. Vous êtes aussi président du conseil d'administration du Kamoto KCC. Et il faudra bien le signaler, vous êtes aussi ancien ministre des Mines. Et c'est sous votre mandat qu'a été élaboré le Code minier en 2002. Donc vous êtes un peu la personne par qui les multinationales dans le secteur minier sont entrées dans le pays. Vous en connaissez donc un bout. Alors avec vous, nous allons très rapidement parler des multinationales dans le secteur minier
et vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. C'est avec un plaisir que je vais pouvoir faire une petite présentation des multinationales dans le secteur minier en RDC. Ma présentation va s'articuler sur 6 points principaux. D'abord, nous allons rapidement examiner la définition des multinationales. Vous en avez donné tout à l'heure quelques aspects. Ensuite, on va examiner les principales multinationales qui sont présentes dans le secteur minier, leur localisation, leur impact dans le développement de la RDC et un peu examiner les relations qui existent entre les multinationales et l'État congolais. Et enfin, nous allons conclure notre présentation au point 6. Vous avez commencé à donner la définition des multinationales. Le mot-clé qu'il faut retenir, ce sont des transnationales et donc qui sont présentes dans plusieurs nations, plusieurs pays, peuvent être exercées au travers des filiales, évidemment, peuvent opérer à travers des filiales. Et ces multinationales peuvent aussi délocaliser leurs usines dans des pays à moindre coût pour pouvoir justement profiter de la main-d'œuvre. Quelles sont les principales multinationales qui sont présentes dans le secteur minier congolais? On parle beaucoup du secteur minier ces derniers temps. Je crois qu'on connaît certaines de ces multinationales qui sont présentes, d'autres pas. Ici, j'en ai repéré 11 au total. Certaines sont déjà connues du public, notamment quand je parle de BHP Billiton, qui est une multinationale australienne qui n'est pas encore active en RDC, mais qui compte d'abord sécuriser l'électricité au niveau de Inga pour pouvoir construire une usine d'aluminium au Bas-Congo. Anglo-Américaine, qui est une multinationale sud-africaine, qui est en partenariat avec Okimo. Moana Africa, je dirais une multinationale africaine, aussi puisqu'elle est présente au Zimbabwe et elle est présente ici chez nous. Anglo Gold Ashanti, qui est en fait un partenariat entre Anglo-Américaine et Ashanti Goldfields, qui était une société ghanéenne et qui est présente aussi chez nous. Rand Gold Resources, qui est une multinationale sud-africaine. Comme vous voyez, il y a déjà 3 multinationales sud-africaines, donc les Sud-Africains sont bien représentés chez nous. Rio Tinto, qui est bien connu, qui est parmi après BHP, au même rang que BHP, dans les domaines du secteur minier des métaux, est une multinationale australienne. Vale, qui est une multinationale brésilienne. Je crois qu'elle n'est pas très connue pour le moment, mais elle est présente. Vous verrez tout à l'heure, je vous dirai là où elle est localisée. Freeport McMoran, je crois que tout le monde suit le problème des Tenke. Donc, Freeport est très présent dans le secteur minier, et surtout dans le cuivre et le cobalt. First Quantum Minerals, tout le monde a dans la mémoire le projet KMT. Une multinationale qui n'est peut-être pas bien connue, c'est Taisarco. C'est une multinationale du groupe britannique, AMC, et qui est opérationnelle dans le Kivu. Et enfin, la De Beers, qui est une sud-africaine. Voyons rapidement là où sont localisées ces multinationales, principalement évidemment dans les provinces du Katanga, pour l'intérêt du cuivre et du cobalt. Vous avez Freeport McMoran pour le projet Tenke, First Quantum Minerals, qui est présent dans le projet Lonchi et Frontières, et Vale, qui est en train de pénétrer le secteur minier congolais en association avec une société sud-africaine présente dans le projet Till Mining. Dans la province orientale, on retrouve en association avec Okimo,
Anglo American, Anglo Gold Ashanti, Rand Gold Resources, Moana Africa. Rio Tinto n'est pas une association avec Okimo pour le moment, elle fait des recherches dans le fer et essaie aussi de s'établir. Et la DBERS qui fait l'exploration du diamant. Dans la province du Nord Kivu, comme je l'ai dit tout à l'heure, Taesarco est une grande multinationale de souche britannique et qui achète la Colombo Tatala, connue sous le coltan et l'étain, et qui à un moment a été critiquée par les ONG dans ce qui se passe à l'Est concerne la guerre. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de BHP Billiton, qui est présent dans la province du Bas-Congo. J'aurais pu ajouter aussi Moana Africa dans la province du Kasaï, qui est présente dans l'Amiba à concurrence de 20% dans l'actionnariat de l'Amiba. Quel est l'impact de ces multinationales dans le développement de la RDC? La plupart de ces multinationales dont je viens de citer sont encore en phase d'exploration. Souvent, on critique pourquoi le secteur minier n'apporte pas grand-chose dans le coffre de l'État. Il faudrait d'abord qu'on se demande quelles sont les sociétés qui sont en production. Il n'y en a pas beaucoup. Il doit y avoir pas plus de 5 pour le moment. Mais parmi les 5, il n'y a pas de multinationales qui sont productives. Le pourquoi, c'est tout simplement parce que dans l'approche des multinationales, ils attendent d'abord que les juniors, comme on les appelle, aillent découvrir, fassent le premier pas, investissent d'abord, et dès qu'ils auront, en fait défini les réserves et certifié les réserves, au vu de la taille des réserves, à ce moment-là que les multinationales arrivent. Et donc, ceux qui sont là, qui sont en exploration, pour le moment, qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, leur présence dans les partenariats du secteur minier, il y a la création de l'emploi en engageant les Congolais, mais aussi tout ce qui découle avec la sous-traitance et la formation des entreprises locales. Évidemment, cela a un impact dans l'amélioration du niveau de vie de la population locale. Elles interviennent dans le développement communautaire, notamment dans la construction des écoles, des hôpitaux, des routes, dans leur participation dans les activités sportives. Et souvent, comme les mines se trouvent dans des coins reculés de la République, il y a souvent, ils sont confrontés au problème des eaux et de l'électricité, et donc ils interviennent rapidement pour leurs besoins propres, mais aussi pour les besoins de la population. Ils contribuent directement dans le coffre de l'État par le paiement des taxes et divers redevances à l'État. Et leur présence ici contribue effectivement à l'amélioration de l'image de la RDC en tant que destination pour investissement. L'investissement direct étranger qui amène ces multinationales se chiffre à des milliards de dollars. Pour prendre un simple exemple, oui, pour vous donner une idée, dans la province du Katanga, Freeport Macomara, avec le projet Tenke, compte investir 3 milliards de dollars. Et donc ça, c'est une seule multinationale. Quand les autres multinationales auront fait leur investissement aussi, il y aura d'apport de dizaines de milliards de dollars pour la République. Et c'est là le fait de leur présence ici, étant donné qu'ils sont cotés à la bourse des métaux, la plupart, que ce soit à Londres, à Toronto ou en Australie, cela expose aussi la RDC dans les bourses étrangères. Dès que ces multinationales seront en production, évidemment, on pourra parler du retour de la RDC parmi les grands producteurs. D'ores et déjà, avec les quelques multinationales présentes au Katanga,
Aujourd'hui, Tenke planifie de produire 150 jusqu'à 300 000 tonnes de cuivre. Si on peut faire un calcul rapide de l'investissement ou de la production attendue de la République. Au niveau du Katanga, seulement si je prends le cas des cuivres et cobalt, Tenke compte produire 300 000 tonnes de cuivre d'ici 2-3 ans. Katanga Mining, 150 000 tonnes, ça nous fait 450. Et si on prend Roachi et Kamek, Boss Mining, nous allons dépasser le 470 000 tonnes que la Gécamine produisait dans les belles années 80. Et d'ici 2015, notre production devrait se situer autour de 600-700 000 tonnes. Donc nous serons parmi les grands producteurs de cuivre au monde. Quelles sont les relations maintenant entre les multinationales et l'État congolais à l'heure actuelle? Le secteur minier est régi pour le moment par le Code minier qui a été publié en 2002. Cette législation qui a été un travail de profondeur entre les investisseurs, le gouvernement congolais et la société civile, a essayé dans la mesure du possible de balancer les intérêts des trois donc, que je viens de citer. Et donc est vu, ça je pourrais confirmer tout à l'heure avec le débat, est vu de l'extérieur comme une législation attractive. Malheureusement, elle n'a pas été assez vulgarisée dans tout le pays et donc souffre de ce manque de vulgarisation et donc elle n'est pas bien appliquée. Et les multinationales et les autres sociétés qui sont présentes chez nous en souffrent énormément aujourd'hui. L'insécurité juridique et judiciaire fait que certaines multinationales n'investissent pas autant qu'ils aimeraient, ou certaines multinationales ne sont pas encore présentes chez nous. Donc nous devons absolument travailler et arranger à ce que la sécurité juridique et judiciaire soit là pour améliorer notre climat des affaires. Et évidemment, avec cela, il y a énormément de tracasseries administratives, aussi bien aux frontières qu'à l'intérieur, au niveau si on se trouve par exemple à Kolwezi, les représentants du gouvernement, les représentants des mines, les représentants du ministère de la Province sociale, on est chaque fois sollicité parce que vous avez en face de vous une seule société qui peut employer des gens et qui paye, qui a de l'argent, et donc tout le monde essaie un peu de sauter sur la seule entreprise qui est encore viable. La révisitation des contrats, on n'a pas fait du bien à notre pays au point de vue de l'image. On pourra en discuter tout à l'heure au niveau des débats, bien que fondamentalement la recherche du gouvernement c'était de pouvoir rééquilibrer les contrats, mais je crois que c'est arrivé au mauvais moment et ça a pris beaucoup de temps. Effectivement, on parle de la guerre de l'Est et du ravitaillement des groupes armés à travers l'achat des coltans. Donc, cela aussi, on peut en débattre tout à l'heure. Et enfin, pour conclure mon exposé, ma petite présentation, je crois qu'il est recommandé à ce qu'on puisse respecter le code minier et l'appliquer énormément. Mais cela passe par la vulgarisation de ce code, rétablir une sécurité juridique et judiciaire très importante pour améliorer notre climat des affaires. Les multinationales qui arrivent aussi chez nous doivent respecter la législation congolaise, c'est important. Et je crois que dès par le fait qu'ils soient cotés en bourse, ils ont cette obligation-là de respecter.
et d'être dans la transparence. Nous devons absolument améliorer l'accueil des multinationales et de gros investisseurs en général. La traçabilité des minerais congolais est importante. Surtout, on a fait, en fait, le processus de Kimberley gère le côté diamant, mais il y a le côté coltan et cassitérite au niveau de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il faudrait aussi une traçabilité de ces minerais-là pour que le fruit de la vente ne puisse pas alimenter les guerres. Merci, M. Simon Toumakou, pour votre brillant exposé qui a été très clair. Et pendant 13 ans là-bas, secrétaire général de la nouvelle dynamique syndicale, vice-président chargé des mines de la Fédération internationale des travailleurs de chimie, énergie et mines, il est aussi le point focal de l'OCDE et membre du comité exécutif de l'ITIE. Je vais d'abord parler du travail décent, parce que c'est pratiquement la seule communication qui va porter sur le travail décent. Le travail décent, qui fait l'objet d'une campagne internationale, veut que chaque femme et chaque homme puisse accéder à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. Il résume les aspirations des êtres humains au travail, leurs aspirations à accéder à un emploi et à une juste rémunération, à jouir des droits, des moyens d'expression et de reconnaissance, à bénéficier d'une stabilité familiale et d'un développement personnel de justice et d'égalité entre les sexes. Le travail décent ici dont on parle ne se limite pas seulement à ceux qui sont engagés dans des entreprises ou dans la fonction publique et ailleurs, mais plutôt s'étend à tous les hommes, à toutes les femmes, même dans l'économie informelle, qu'ils occupent un emploi salarié ou travaillent à leur propre compte, dans les champs, les usines, les bureaux, à domicile ou à l'extérieur. Donc quand vous avez une boutique devant votre parcelle et que vous mettez votre enfant dans cette boutique, vous devez en fait, vous devez respecter les conditions d'un travail décent. Parce que souvent, quand vous utilisez vos enfants, vos membres de famille, vous ne les payez même pas. Vous considérez qu'ils passent leur temps parce qu'ils mangent chez vous. Donc ça, c'est des problèmes. Donc le travail décent concerne tout ce monde-là d'une manière générale. L'importance du travail décent aujourd'hui, c'est la seule solution durable pour lutter contre la pauvreté. Parce qu'il est difficile aujourd'hui que notre pays puisse atteindre les objectifs du millénaire sans créer des emplois pour les jeunes gens que nous avons. C'est un élément fondamental pour garantir la démocratie et la cohésion sociale. C'est la véritable condition de la paix. Il n'y a pas de paix quand il y en a beaucoup qui sont exclus du travail, qui sont exclus de la distribution des richesses. Le travail est au centre des politiques de développement aujourd'hui, car l'injustice, la misère et les privations engendrent des mécontentements et des guerres. Quand vous regardez les Koulounes à la nuit se produire pour aller chercher ceci et cela, c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. C'est peut-être pas une justification, mais ils n'ont rien à faire. Ils sont à longueur de journée au coin des rues en train de discuter des musiques et consorts. Et la nuit, ils cherchent à se produire. Selon l'Organisation internationale du travail, il y a 4 droits fondamentaux. Il y en a beaucoup, mais il y en a 4 qui sont les plus fondamentaux. C'est la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation sociale. C'est l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. C'est l'abolition effective du travail des enfants. C'est l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Vous allez constater que dans notre pays, malheureusement, nous sommes encore très loin, ou si pas, nous reculons de beaucoup d'années. Mais il y a des objectifs stratégiques du travail décent. C'est d'abord les principes et droits fondamentaux au travail et les normes internationales du travail. Ce sont les possibilités d'emploi et de rémunération, la protection et la sécurité sociale, le dialogue social et le tripartisme. Donc on a 4 objectifs stratégiques du travail décent. Mais le travail décent dans notre pays, comment la situation se présente-t-elle? D'abord, il faut savoir que l'emploi est l'un des 5 chantiers de la République. C'est ce qu'on nous répète et c'est ce qu'on nous dit. Mais quand nous regardons depuis qu'on a déclaré 5 chantiers,
Je crois en matière d'emploi, on n'a pas créé du tout. Au contraire, avec les multinationales qui viennent signer des contrats dans le secteur des mines et la réforme bientôt des entreprises publiques, on va certainement supprimer encore des emplois. Donc au lieu de créer, on supprime. Et les multinationales dont mon prédécesseur a parlé, vous devez le savoir, elles n'utilisent pas 40 000 travailleurs comme la Gécamine en son temps quand elle a fait 450 000 tonnes, mais Tenke Fungurume va utiliser à peu près 2 à 3 000 travailleurs seulement, parce que la technique s'est développée. Donc on va produire peut-être 1 million de tonnes d'ici là, mais avec 10 000 travailleurs tout au plus. Donc vous comprenez que plus on va produire, plus on aura moins d'emplois. Donc il y a des problèmes et des problèmes réels. Donc l'emploi chez nous est notamment fondé sur la Constitution. La Constitution veut que chacun puisse avoir, n'est-ce pas, une occupation, qu'il puisse travailler et tout. Mais nous avons constaté que l'emploi, qui est un des 5 chantiers, fait plutôt l'objet de beaucoup de réunions, de forums, des ateliers et séminaires. Et chaque semaine, chaque mois, le gouvernement organise des forums, le gouvernement organise des ateliers, mais le gouvernement ne crée pas à date des emplois de manière précise, qu'on sache que cette année, on a créé 10 000, 20 000, 30 000 emplois. Vous n'avez aucun indicateur en ce qui concerne l'emploi. Mais vous avez, bon, pour ce qui est des infrastructures, on vous montre les routes qu'on arrange dans la province orientale, au Katanga, dans le Bas-Congo et ailleurs. Mais en matière d'emploi, il n'y a rien du tout, aucun indicateur qu'on donne pour dire qu'on a créé autant d'emplois et quand et où et tout ça. Donc il n'y a aucun effort manifeste de création d'emplois d'abord et d'amélioration des conditions de travail. Au contraire, ce sont les arriérés qui s'accumulent à travers plusieurs entreprises et même dans la fonction publique elle-même où les salaires, malgré que le taux du dollar est en train de monter, mais en fait le salaire, lui, ne suit pas. Malgré que le gouverneur prend des mesures pour pouvoir augmenter les taux de transport, de transport dans la ville, mais en matière de salaire, on ne dit rien du tout. Donc de ce côté-là, on ne touche pas, donc il y a des problèmes. Donc plutôt, l'emploi qui est un des chantiers reste un slogan que l'on cesse de répéter à longueur de journée, mais qui réellement, on ne crée aucun emploi réel. Si c'est pour ses cousins, ses frères, quand on crée son cabinet. Donc ici, vous voyez, c'est déjà aussi un autre atelier. Le contrat de travail est un droit pour les travailleurs. C'est vrai, on le dit. Mais en réalité, vous allez voir qu'au Katanga aujourd'hui, il y a plus de 350 entreprises minières aujourd'hui. Mais dans les 350 entreprises minières, il y a maximum 30 000 emplois à contrat. Mais les autres, là, les 50, 60 000, sont des journaliers. Qu'on prend aux arrêts des bus le matin avec des bus, qu'on amène travailler avec compétence, parce que c'est souvent des anciens Gécamines et autres, mais qu'on paye 1000, 1500 francs au retour le soir. Et eux, ils y vont parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de faire. Ici, en RDC, il y a notamment la liberté syndicale, totale, je dirais désordonnée. Nous avons seulement 320 000 emplois, donc 320 000 personnes qui ont un contrat, qui sont affiliées à l'INSS. Mais nous avons plus ou moins 500 syndicats des travailleurs, contre 4 syndicats des employeurs. Plus ou moins 500 syndicats. C'est comme les églises. Les églises, on cite 1 million d'églises. Les ONG, il y en a plus ou moins 10 000. Les partis politiques, 400. Donc c'est vraiment une démocratie désordonnée, plutôt une anarchie totale dans les secteurs de l'emploi comme dans les autres secteurs dans ce pays. Et alors là, il y a un mouvement syndical très faible. Quand on a 320 000 travailleurs seulement qui sont affiliés à l'INSS, donc les gens se battent pour avoir 3-4 affiliés. Et quand les 3-4 affiliés cotisent, les syndicats vivent à peine. Et alors là, c'est la corruption généralisée. C'est des délégués permanents qui cherchent plus de promotions dans les emplois. Ils se produisent dans les chaînes de télévision à longueur de journée pour qu'on les remarque et qu'on les corrompt. N'est-ce pas? C'est des délégués syndicaux qu'on licencie même à la demande d'autres syndicats. Donc en fait, c'est un désordre généralisé dans ces secteurs dans notre pays. Alors, il y a aussi le travail des enfants. Vous avez 2 millions de créateurs artisanaux sur l'ensemble du pays. Ce n'est pas des chiffres tout à fait, mais des chiffres approximatifs. 40% sont des enfants de moins de 15 ans. Quand on parle de 40%, soyez rassurés, dans les provinces du Kasaï, du Katanga, les nord et sud Kivu, les enfants ne vont plus à l'école. Le taux de scolarité a fortement baissé. Le taux de déperdition scolaire est élevé dans ces provinces-là. Pourquoi? Les enfants, même à 6 ans, 7 ans, ils préfèrent aller dans les mines.
pour aller trouver aussi, parce qu'à la maison le soir, il faut que chacun puisse contribuer, n'est-ce pas, participer avec sa part. Et les enfants vont dans les mines. Et parfois les parents vont avec leurs propres enfants dans les mines. Pourquoi? Parce que les enfants aussi vont travailler et les enfants vont aussi contribuer. Et le gain journalier, soyez rassurés, c'est entre 1000 et 1500 francs jour que ces gens-là gagnent. Donc il y a sans équipement individuel de travail. Les gens travaillent comme ça, vaille que vaille. Les gens travaillent parfois dans des sites uranifères. Vous avez suivi il y a 2 mois, il y a un rapport qui est sorti au Katanga sur l'exploitation. Et donc il y a des sites uranifères qui étaient contrôlés par l'Union minière et la GECAMINE en son temps, mais qui aujourd'hui sont exploités tout à fait de manière désordonnée. L'État, c'est le plus grand employeur en RDC. D'abord, lui-même, avec tous les fonctionnaires qu'il a. En plus, à travers ses entreprises publiques. Les recrutements et promotions aujourd'hui, c'est plutôt des critères subjectifs. Le paiement est irrégulier des salaires, souvent dérisoire. Je l'ai dit, on augmente peut-être les frais de transport, mais on n'augmenterait pas le salaire en fonction du taux de transport. Insuffisance de couverture sanitaire, révocation souvent fantaisiste, aucune prise en charge des retraités. Quand les retraités sortent, comme on a sorti les secrétaires généraux, on n'a même pas planifié pour dire quand nous sortons autant de personnes, on va payer tel montant. On n'a pas planifié. Si bien que les gens sont sortis et aujourd'hui ils commencent à courir pour se faire payer quand on le payera un jour. Il y a le dialogue social dans notre pays. Il y a notamment la création du cadre permanent du dialogue social avec télévision, Premier ministre et consorts. La tenue de la première session de ce cadre permanent s'est effectuée il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Il y a eu prise de plusieurs décisions. Il y a mise en place du secrétariat permanent et notamment du bureau provincial du Katanga. Aucun début de réalisation des décisions de ce cadre permanent. Donc en fait, d'une manière générale, dans le monde de l'emploi, le code du travail, les normes, les règlements qu'on prend, c'est souvent pour faire plaisir à la communauté internationale. Comme ça, nous avons des instruments, mais qui n'ont pas été respectés. Dans les entreprises publiques, comme d'ailleurs dans beaucoup de secteurs, c'est ce qu'on appelait le SIDA, salaire impayé depuis des années. Les gens connaissent des mois de, c'est pas 120 jours. Ils connaissent plusieurs mois de non-paiement. Et croyez-moi, ça tape plus que le SIDA dans les ménages des fonctionnaires de l'État, qui sont obligés d'envoyer les enfants dans les mines, pour ceux qui sont dans les zones minières, ou qui sont obligés d'envoyer leurs filles dans la rue pour pouvoir chercher à survivre avec ça. Mais quand je me pose la question, ou je pose la question à ces fonctionnaires et à ces agents des entreprises publiques, qui vont au travail tous les jours, qui payent leur transport tous les jours sans être payés, je me demande comment ils font. En fait, c'est aussi le paradoxe que nous avons dans ce pays, sans être payé 20 mois, 30 mois, 40 mois. Mais vous allez au bureau tous les jours, propre, vous payez votre transport et vous revenez. Donc il y a un problème. En fait, je disais qu'il y a dans le monde du travail une violation permanente des différentes normes internationales du travail qui sont ratifiées par la RDC. Il y a les 10 655 travailleurs de la GECAMINE, vous connaissez le dossier. Il y a les retraités debout de l'ONATRA qui attendent, qui sont là. Il y a les agents des banques qui ont été liquidés. On a vendu les maisons de ces gens, mais ces gens sont toujours dans la rue, en train d'attendre toujours leur paiement. Il y a les retraités de la SNCC. Il y a la situation des travailleurs d'Okibo, Sodimiko, Somenki, qui sont là, qui attendent. Nous avons les licenciements abusifs, même des délégués syndicaux. Donc nous avons énormément de textes. Nous les ratifions, mais nous ne les respectons pas et nous n'avons aucune volonté pour pouvoir les respecter. Alors, les multinationales et le travail décent dans notre pays. Il y a d'abord l'arrivée du multinational, on l'a dit, c'est à la faveur de la libéralisation du secteur minier, notamment avec le nouveau code minier. C'est la signature de conventions et contrats que nous, syndicalistes du Katanga, nous avons appelés léonins, parce que ce sont des contrats qui ne sont pas équilibrés par rapport aux partis en présence. Ce sont souvent, pour certains contrats, qui doivent être des contrats de substitution d'employeurs.
Parce que vous prenez les usines, vous prenez les gisements, vous prenez les infrastructures d'une entreprise Y qui a exploité depuis 20, 30, 40 ans. Mais quand vous venez, en principe, vous devez prendre le personnel. Souvent, ils prennent seulement les gisements. Et pour le personnel, ils disent que l'ancien employeur doit prendre en charge. Donc c'est vraiment paradoxal aussi. Quelles sont les actions que ces entreprises font en faveur du travail décent? On l'a dit ici. Le droit d'accéder à un service gratuit de placement, ils font dans une certaine rigueur. Des conditions de travail justes et équitables, des salaires réguliers et suffisants, des équipements individuels de travail. Ces multinationales donnent à ceux qui travaillent dans ces entreprises les moyens pour faire ça. Quelles sont les actions qu'elles mènent aussi contre le travail décent? L'existence des délégations syndicales et syndicats à la sorte des employeurs. Souvent, ils financent pour que les syndicats qu'ils ont déjà cooptés puissent gagner les élections dans ces entreprises-là, pour ne plus négocier du tout, pour ne rien faire en fait en faveur des travailleurs congolais particulièrement. Des licenciements illégaux et injustifiés, même des délégués syndicaux. Quand vous êtes dans le privé, je le dis toujours à mes délégués et à mes membres, l'employeur peut vous licencier même quand vous avez raison. Il va donner l'argent à l'inspecteur, il va donner l'argent à celui-là, il peut effectuer le voyage de Kinshasa facilement, voir le cabinet du ministre et le ministre lui-même, et donc on peut vous liquider quand il veut, comme il veut, et il paye s'il faut payer. Donc il y a achat de produits du travail des enfants, dans le Katanga notamment, les entreprises multinationales aussi achètent des produits qui sont en fait des produits du travail des enfants. Et ça, c'est aussi quelque chose. La discrimination salariale. Vous avez un employé occidental, européen, australien ou j'en passe. Il peut toucher 400, le salaire de 400 Congolais. Même s'il n'a pas le même niveau d'études que vous. Vous pouvez beau être directeur et tout, mais lui, un petit ouvrier quelque part, il touche 4-5 fois. Même s'il va compter juste les boulots, il va juste prendre la fiche, amener dans un autre bureau, mais il touche 500-600 fois. Donc il y a une discrimination salariale manifeste dans les chefs de ces entreprises. Il n'y a aucune information, pas de convention collective dans la plupart de ces entreprises. Ces entreprises ne signent pas de convention collective. Elles font de l'à peu près. Il y a exploitation parfois des gisements uranifères. Je l'ai dit ici. Alors, ici, je prends un exemple. Dans un des contrats miniers signés au Katanga, il est dit l'opérateur sera contractuellement responsable du paiement des salaires de tous les personnels sélectionnés relativement aux travaux qu'ils effectueront après avoir été engagés par l'opérateur. Cependant, tout salaire, rémunération, avantages sociaux et autres obligations encourues vis-à-vis d'un employé préalablement à la date à laquelle cet employé devient l'employé. Donc ça, rémunération, salaire, décompte que vous avez pu avoir dans l'entreprise précédente reste à la charge de cette entreprise, même si on a arraché les gisements, les usines, tout à cette entreprise qui ne sait même plus produire de l'argent pour payer ce que vous aviez fait. Ça, c'est un contrat de travail type que l'on signe au Katanga. Donc, en fait, vous voyez là, c'est vraiment une violation de ce que nous avons appelé la substitution d'employeur. Parce que la substitution veut que le nouveau employeur puisse... Je vais passer, hein? Comme ça, je vais dans la confusion. Voilà. Pour atteindre l'objectif du travail décent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord identifier les obstacles au respect des normes et à la défense des travailleurs. Les inspecteurs ne sont pas payés, il n'y a pas que eux, mais il faut diminuer le nombre des organisations professionnelles de travailleurs. Il y en a 400, 500, alors qu'il n'y en a que 4 des emplois. C'est vraiment trop. C'est comme il faut diminuer le nombre d'églises, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de pasteurs. Alors, je disais aussi qu'il faut former un véritable contre-pouvoir. En Europe, aux États-Unis, c'est comme ça. Parce que vous savez, en France, il n'y a pas 10 syndicats. Il n'y a pas 100 syndicats. Aux États-Unis, il n'y a pas 1000 syndicats, alors qu'il y a autant. Vous savez, hier, on a dit non, on a supprimé 180 000 emplois. Mais 180 000 emplois, mais ils n'ont pas 1000 syndicats. Mais nous avons seulement 320 000, nous avons 500 syndicats. Donc, il y a un paradoxe. Et aux États-Unis, en Europe, ils ont fusionné. Les grandes organisations syndicales ont fusionné.